Je commence souvent mes présentations avec un projet qui va nous ramener 19 ans en arrière. Donc j'avais quoi à l'époque 21 ans, 22 ans. J'étais jeune, j'étais beau et j'étais encore élève. En 1991, c'était après les accords de Taïf, qui ont mis officiellement fin à la guerre civile qui a duré de 75 à 90. Donc après les accords de Taïf, j'étais encore aux États-Unis, étudiant, et un projet de reconstruction était en préparation, de reconstruction du centre-ville de Beyrouth. Le centre-ville de Beyrouth était le centre-ville historique de la ville de Beyrouth, était aussi un no man's land entre 75 et 90, parce que Beyrouth était divisée en deux, pour ceux qui ne le savent pas. Et la ligne de démarcation, qui était donc fine parfois, qui était juste un boulevard, devient une espèce de grand ballon sur la carte, qui est le centre-ville de Beyrouth, qui était donc un champ de bataille pendant une quinzaine d'années. À la fin de la guerre, donc en 90-91, il y a un grand projet de reconstruction du centre-ville qui a été mis en route. Et naturellement, les bulldozers qui sont descendus vers le centre de la ville pour nettoyer très très vite, aseptiser la ville et effacer les traces de cette guerre avant la mise en marche, la mise en application d'un plan directeur qui était en préparation pour la reconstruction du centre. Bon, à l'époque, moi j'ai réagi, comme aurait réagi tout élève bien pensant dans un milieu, dans un cocon académique. J'ai réagi donc à ce processus de stérilisation très rapide qui était mis en marche en ville. Et pendant que les bulldozers étaient en train de nettoyer le centre, moi, j'ai pensé à un projet qui consiste en fait à essayer d'architecturaliser la démolution, la disparition de ces ruines qui étaient condamnées de toute manière à être démolies. Donc, ce projet que j'ai appelé les cicatrices évolutives était une sorte de vision peut-être naïve aujourd'hui quand je regarde ça avec un peu de recul, mais qui consistait à essayer de faire une sorte d'installation, d'un happening public qui ferait participer l'ensemble du peuple ou des habitants de la ville à ce projet de démolition et qui en ferait peut-être un acte architectural. Donc j'ai commencé par par la simulation de la construction d'une ruine, sa démolition, et puis j'ai imaginé une installation qui consisterait en fait à sceller la ruine entre une double membrane, comme vous le voyez là, une double membrane qui a un vide, donc ce vide étant équivalent en mètres cubes à la matière qu'on devrait démolir à l'intérieur. Et ce collecteur de mémoire, qui est en fait une sorte de petit cockpit accessible, permettrait d'enregistrer les mémoires de nos citoyens et serait programmé de sorte à ce que l'intensité d'information ou la quantité d'information qui serait donc enregistrée dans ce collecteur de mémoire actionnerait donc la démolition de la ruine. Et donc l'intensité de démolition serait proportionnelle à l'intensité d'information qui est enregistrée. Et donc ce processus serait mis en marche au fur et à mesure qu'on démolit la ruine, on récupère les restes de la ruine et on les redistribue dans la membrane, dans la double membrane, dans la périphérie donc du site. Et donc comme l'information est une chose qui pourrait être quantifiée en kilobits, en mégabits, et donc la saturation de cette boîte noire serait un point quantifiable, on ferait en sorte à ce que la saturation de la boîte noire serait donc le moment où on aurait totalement démoli la ruine et serait le moment où donc cette double membrane de la périphérie du site serait pleine. Donc ceci se passerait de manière simultanée dans un temps qui serait impossible de prédire parce que cela dépendrait de l'intensité d'information qui est emmagasinée dans cette machine. Donc voilà la machine en cours d'opération jusqu'au point presque de saturation puisque la membrane est presque pleine et là la structure implode pour enterrer le collecteur de mémoire. Donc l'idée était qu'en fait, la dernière couche archéologique de Beyrouth, parce qu'il y en a 6, je crois, en dessous de la ville de Beyrouth, la dernière serait immatérielle. Et qu'on aurait remplacé la mémoire bâtie, donc du bâtiment, par un autre type de mémoire qui serait immatérielle
à l'image de son temps. Donc, j'avais 21 ans, j'étais jeune, j'étais beau, mais j'étais déjà très intéressé par ces dispositifs qui tentaient déjà à l'époque ce que Paul Virilio appelait un transfert technologique, c'est-à-dire essayer de comprendre dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait créer un phénomène architectural en utilisant ces nouvelles technologies, non pas en simulant ces nouvelles technologies à travers une écriture architecturale, mais en opérant des transferts dans nos outils. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans ce projet jusqu'à aujourd'hui, c'est que, à ce que je le sache, c'est le seul exercice que je connaisse dans l'histoire de l'architecture qui consiste à faire de l'architecture non pas en créant de la matière, mais au contraire en faisant disparaître la matière. Et je ne parle pas de simulation de disparition de la matière. Ce n'est pas un projet métaphorique, je ne suis pas dans la métaphore, je suis dans le dispositif opérationnel où donc, il s'agit vraiment de démolition. Et donc la démolition devient un acte architectural. Il faut comprendre qu'en 1991, j'avais des aspirations, j'avais 22 ans, je croyais en un projet de reconstruction. C'est pour ça d'ailleurs que je suis revenu au Liban 1 an ou 2 ans après, parce qu'à l'époque, post-Taïf, on parlait de projet de reconstruction d'une nation, projet de reconstruction qui n'a vraiment pas eu lieu. Donc vous comprenez qu'avec des idées comme ça, je suis rentré à Beyrouth. Évidemment, je n'ai pas construit et je n'ai pas détruit non plus. Voilà. Et ça me ramène à mon retour à Beyrouth. Alors j'ai commencé ma carrière, non pas en construisant des musées ou des écoles ou du logement social, comme le ferait tout jeune architecte respectable en France, parce qu'en France, à ce que je le sache, si on n'a pas construit pour le public, on n'est pas bon. Si on construit que pour le privé, on est vulgaire. Au Liban, il n'y a pas eu de projet de reconstruction, il n'y a pas eu de projet de public, il n'y a pas eu de concours, il n'y a pas eu de débat. Et 20 ans plus tard, on n'en a toujours pas. Donc, il a fallu s'accommoder. Et voilà, je me suis accommodé. J'ai commencé ma carrière dans l'entertainment, ce qu'on appelle en anglais l'entertainment, l'industrie du plaisir et du divertissement. C'est la seule industrie qui a réussi à me récupérer, parce qu'avec des idées comme celles que j'avais, je vous ramène quelques slides en arrière, évidemment, on n'a pas voulu de moi dans le privé, il n'y avait pas de public. Donc j'ai construit dans l'entertainment, j'ai commencé ma carrière dans l'entertainment, non pas en tant qu'entertainer, mais en tant qu'architecte. Et ma première œuvre construite, après 16 projets avortés, est une boîte de nuit. Une boîte de nuit construite avec très peu de moyens, mais une boîte de nuit qui respire, qui se réveille la nuit et qui dort le jour, et qui fait beaucoup de bruit la nuit. Et quand elle se réveille, elle disparaît dans le sol, ainsi que ceux qui y ont passé une très bonne soirée, comme cette jeune femme et ce jeune homme, et ce couple qui rentre dormir, et le videur qui est fatigué. Donc voilà, elle n'existe plus pendant le jour, elle disparaît, elle réapparaît la nuit. Et puis cette boîte de nuit m'a amené très loin, dans toutes sortes d'endroits bizarres, où j'ai commencé à donner des conférences du jour au lendemain. On a commencé à m'écouter, là à Michigan, of all places. J'ai été donner des conférences avec des gens très intelligents qui lisent beaucoup de bouquins. Je les ai écoutés. J'ai été enseigné dans des institutions qui se respectent, là, comme à l'EPFL. Et là, c'est donc une sorte de performance qui a duré 6 heures, qui était notre jury de fin de diplôme. Et du coup, les Suisses sont devenus très intéressés par ce que j'avais à raconter. Là, j'ai dû réagir on m'a demandé de réagir en tant qu'architecte, sérieux, à la loi qui a été votée donc pour l'interdiction de la construction de minarets. Et je leur ai prédit que d'ici 2012, sur les 4 minarets donc, en Suisse, les 4 imams en question se mettraient d'accord pour construire un dispositif, toujours, qui servirait donc à démolir ces minarets et qui serait une sorte de rachura architectural. Je ne sais pas si vous savez ce que veut dire la rachura. Et que pour une fois, ces imams écriraient leur propre histoire en invitant le peuple qui a voté
donc pour l'interdiction de la construction des minéraux, à venir participer, à venir opérer donc cette espèce de monstre qui va bouffer le minerai, et on en ferait une grande fête nationale. Ça a été publié, hein. Et puis j'ai commencé à faire de l'art aussi en parallèle pour m'amuser de temps en temps. Là, c'est une sorte de, là, c'est une boîte lumineuse donc qui est une collection d'images que j'ai volées à mes confrères artistes contemporains libanais et arabes, et avec laquelle j'ai construit un paysage qui ressemble étrangement. Il y a une sorte de familiarité qui fait peur, parce qu'elle est en même temps belle, mais c'est aussi une histoire qui est en train de s'écrire malgré nous, une sorte de fantasme de Beyrouth, où il y a la mer à la montagne à la mer, mais aussi la fête, le sang, la guerre, et toutes sortes de fantasmes, et moi aussi d'ailleurs, mon prisonnier de guerre, mon B-18, dans le fond. Ça a été exposé. Je fais aussi toutes sortes d'objets, on en parlera de celui-là, mon prisonnier de guerre, où on travaille à beaucoup plus petite échelle, en dehors donc, du cadre des commandes, strictes commandes d'architecture. Celui-ci a été commissionné par la Fondation Sandretto pour une expo qui était curated par Francesco Bonami il y a 2 ans de ça. On reviendra là-dessus. Mais la chose la plus importante par rapport à ma carrière d'architecte au Liban, une des choses les plus importantes, c'est mon rapport avec l'artisanat. Je travaille beaucoup avec les artisans. Il y a une longue histoire de collaboration avec les artisans qui remonte à bien avant le B018 et bien après mon POW. Donc ces jouets-là, c'est vrai qu'ils sont... ces objets expérimentaux sont créés, bien sûr, pour des expos, mais ils finissent toujours chez moi au bureau, parce que je ne les vends pas, je ne vends pas mon art. Et là j'ai un de mes fidèles collaborateurs qui teste ma carapace. Je vous en parlerai tout à l'heure. Un autre objet qui a été conçu il y a 4 ans de ça pour une autre exposition qui sert d'archive de mes projets qui n'ont pas été construits. On y reviendra, et le dernier en date ici. Donc mon bureau, je vous en parlerai un peu très rapidement. C'est une sorte de terrain de jeu, et c'est très important, où il y a toutes sortes de choses que l'on construit. Ça peut sembler comme des jouets, mais on les fait avec beaucoup de sérieux. Il y a toujours une volonté derrière. Et il y a aussi des motos, des voitures. Encore mon fidèle collaborateur qui des voitures, celle-ci qui est la première voiture que j'ai dirigée à l'âge de 7 ans sur les genoux de mon oncle. Elle avait disparu, j'ai été la rechercher, je l'ai rachetée, et voilà. Donc ces objets sont très importants pour moi. Voilà mon fils sur ma moto, et mon rapport à l'artisanat, de nouveau. Là, ce sont des anneaux, des poutres circulaires. On reviendra sur ce projet tout à l'heure. Je construis. Là, c'est un chantier qui est donc presque terminé. Là, c'était il y a quelques semaines. Puis plus récemment, en montagne. Toujours mon fils qui fait la visite de chantier de temps en temps avec moi les week-ends. Mon rapport avec l'artisanat remonte à bien longtemps. Je suis fils d'architecte, mais architecte qui était d'ailleurs bien plus talentueux que moi sur beaucoup de registres, mais qui était aussi industriel, qui a fait dans l'industrie, dans le mobilier, qui a géré toutes sortes d'échelles. Donc j'ai grandi aussi quelque part dans l'atelier de mon père, dans l'usine de mon père, qui était un outil absolument magnifique, où on faisait tout. On fabriquait nos propres presses, nos propres machines. C'était un outil complètement quasi autonome. Mon grand-père était menuisier, donc le rapport avec le bois, l'artisanat, une fois de plus, est très très important. L'usine n'existe plus, elle a fait faillite, comme beaucoup d'usines et beaucoup d'activités dans les secteurs productifs qui ont lentement été assassinés durant cette période dite d'après-guerre, donc l'après-Taïf, où en fait, seules les banques et le système et les secteurs donc des services ont prospéré. Donc les usines n'existent plus. Là, il y a des carcasses
J'ai eu l'occasion de revisiter l'usine il y a quelques semaines. J'y ai repris des photos, mais tout ça est parti. Donc je reviens, contrairement donc à mon père qui aurait pu être industriel ou qui était industriel et qui a d'ailleurs construit pour les institutions. Je vous disais tout à l'heure que je ne construirai jamais d'école, d'église ou de peut-être des églises, mais sûrement pas de logement social ou de bâtiments publics. Mon père, dans les années 50, 60, 70, l'a fait. Moi, je ne le ferai pas. Donc moi, je travaille pour le privé et j'ai commencé ma vie, comme je disais tout à l'heure, dans l'entertainment, ce qui me ramène au projet du B018, boîte de nuit qui est devenue mythique, construite en 1998. C'est mon premier bâtiment, situé au nord-est de la ville de Beyrouth. Voilà mon site. Mais il y a une chose très bizarre sur cette photo, c'est que là, nous sommes sur le littoral et là, nous sommes vers l'intérieur. Or, le littoral qui traditionnellement se construit et ensuite se propage vers l'intérieur, là, c'est exactement le contraire. L'intérieur de la ville est extrêmement dense et le littoral ne l'est pas. Ce qui est un accident sur, en fait, toute photo aérienne de Beyrouth ou du pays. Vous verrez que le littoral est extrêmement dense. Il ne reste plus rien de nos plages. On a tout construit, sauf dans la région de la Quarantaine, où mon projet se situe. Donc, il y a quelque chose d'anormal qui se voit déjà sur cette image. Le tissu qui s'inscrit sur le tissu donc, urbain. La ville a contourné la Quarantaine lorsqu'elle s'est développée vers le nord. Et ça, c'est dû à son histoire qui n'est peut-être pas très glorieuse. La Quarantaine était la Quarantaine du port de Beyrouth jusqu'aux années 20. Puis elle a été un camp de réfugiés arméniens dans les années 23-24 jusqu'en 48. Les Arméniens se sont déplacés vers l'intérieur, ont construit leur petite Arménie, et à partir de 48, c'est les Palestiniens qui ont occupé la Quarantaine, et c'est devenu un camp de réfugiés jusqu'en 76. Janvier-février 76, et là, la ligne de démarcation entre les deux Beyrouth était déjà tracée. La Quarantaine donc, tombe dans un secteur chrétien. Elle est donc rasée par les milices phalangistes et brûlée. Et le mur d'enceinte donc, qui bouclait la Quarantaine, il faut comprendre que tous ces camps-là étaient complètement scellés du reste de la ville. Le mur est donc abattu. Mais ce qui est bizarre, c'est que de 1976 à aujourd'hui, il ne s'est toujours rien passé à la Quarantaine. La ville continue à bouder la Quarantaine. À la Quarantaine, il y a les abattoirs, il y a les tanneries, il y a les poubelles, il y a un boîte de nuit, mon bureau, et pas grand-chose, quelques petites industries. Ça sent mauvais. Donc personne ne veut être à la Quarantaine, et pourtant, nous, on a décidé en 1997 de louer une parcelle et d'y construire une boîte de nuit, parce qu'on était loin de tout, parce que ce n'était pas cher. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur l'histoire du site, sur l'histoire macabre du site, mais il faut comprendre que sur un site aussi exposé, parce que cette autoroute est donc l'artère principale qui fait tout le littoral du Liban, nord-sud, sur cette autoroute passent des centaines de milliers d'automobilistes tous les jours, donc c'est un site extrêmement exposé. Je ne pouvais pas y construire un monument, clair que non, ni même une boîte de nuit qui allait perpétuer cette politique de déni, que je qualifie de déni parce que tout ce qui a été fait durant la période dite d'après-guerre dans les années 90 n'a pas reconnu notre passé récent. Et c'est peut-être normal parce qu'on n'a toujours pas écrit notre histoire. Donc je décide d'y faire une boîte de nuit, comme je vous disais tout à l'heure, un bâtiment qui dort de jour et donc n'est pas visible de jour et est très légèrement visible de nuit lorsqu'il se réveille. Donc on a pressé le bâtiment dans le sol, sa façade et sa toiture, et en coupe, c'est une coupe toute simple. On occupe en fait un bassin qui fait 350 mètres carrés en sous-sol. En élévation, on est à 70 cm du sol. C'est un bâtiment extrêmement bas. On y a intégré la voiture parce que la voiture est un élément extrêmement important dans la vie de la nuit que je connais bien, comme je vous l'ai montré sur une des premières images. Donc la voiture fait partie du projet. Ce que vous voyez ici, ce sont des places de parking. Alors si vous débarquez en Ferrari, vous venez devant la porte et vous laissez votre Ferrari là, elle sera garée devant la porte. Si vous débarquez dans une bagnole merdique, elle sera garée à l'arrière, discrètement pour qu'elle ne soit pas vue. Et si vous êtes très malin et que vous avez une belle bagnole, vous pouvez tourner pendant longtemps sur le carrousel, tout autour de la boîte. En fait, la boîte se propage vers l'extérieur et lorsque la capote s'ouvre, le son donc se reflète vers l'extérieur
comme vous le voyez ici. Et cette image donc est très importante parce qu'on voit l'axe autoroutier, on voit le vide de la quarantaine et les quartiers du fleuve extrêmement denses de l'autre côté. Ça résume la situation. Et c'est une boîte, j'ai oublié de vous le dire, très important, qui est décapotable et qui se décapote tous les soirs. Tous les soirs, une quinzaine, une vingtaine de fois, depuis maintenant 12 ans. Alors ma boîte de nuit avait été conçue pour exister 5 ans seulement. C'est un projet temporaire sur un site qui est loué. Et ces sites, donc, j'appelle ça des sites en convalescence, qui sont sur des zones problématiques, où l'immobilier n'a toujours pas rattrapé, où la valeur immobilière du terrain n'a toujours pas atteint sa maturité, ce qui fait que les propriétaires de ces sites ne veulent pas vendre aujourd'hui, parce qu'ils sont à quelques centaines de mètres ou à 1 kilomètre et quelques du centre de la ville, sur le littoral. Ça va valoir beaucoup, et pourtant aujourd'hui ça ne vaut rien. Donc ils ne vendent pas, et tant qu'à faire, ils louent la parcelle. Mais ils la louent pour très peu de temps. Donc on a négocié à bâton rompu un contrat de 5 ans et 3 mois. Donc il fallait construire très très vite. J'ai conçu et construit mon projet en 9 mois, 6 mois de construction, 3 mois de conception, de dessin d'exécution, de permis, etc. Donc c'était extrêmement rapide. Et il faut savoir qu'à l'époque, je n'avais rien construit. Je n'avais jamais travaillé pour qui que ce soit. Donc je n'avais aucune expérience dans le bâtiment. Et pour toute personne qui connaît bien son métier d'architecte, si vous regardez bien ce bâtiment, vous voyez que tout est faux. Tout y est faux. Il n'y a pas un détail qui se tient dans les standards de l'industrie du bâtiment. Tout est faux. D'ailleurs, les entrepreneurs que j'avais vus avant de commencer m'avaient dit que ce n'était pas construisible, que ça c'était pas possible, que je devais aller voir ailleurs. Et donc, du coup, je vais voir un sous-traitant qui fabriquait des bennes à ordures. Et pour lui, c'était très très simple. Donc on a construit très très vite le B018, qui a coûté très peu d'argent. La toiture m'a coûté 57 000 $, piston inclus. Elle n'a jamais fui. J'ai jamais eu une goutte d'eau qui a fui. On fait le vidange de l'huile tous les 6 mois. Ça marche très bien. Ça a été conçu pour durer 5 ans et 3 mois. Ça a aujourd'hui 12 ans. J'ai eu des fuites, mais pas dans la toiture. J'ai eu des fuites dans le béton, dans la membrane d'étanchéité. Donc les entrepreneurs et l'entreprise du bâtiment, ils avaient tout faux. Et c'est moi qui avais raison. Voilà le B018 de jour qui dort. Voilà le B018 de jour réveillé, comme vous ne le verrez jamais, mais c'est juste pour la photo. Donc la sous-face, et voilà de nuit. Donc la sous-face d'un des panneaux à des panneaux réflectifs en plexiglas, c'est pas pour faire disco, mais c'est pour aussi refléter de manière très abstraite la chaleur du mouvement qui se passe dans le trou à l'intérieur. Et ce panneau aussi reflète le son vers l'extérieur, chose qu'on n'aurait pas pu faire en milieu urbain. Et là, vous voyez quelques voitures donc parquées avec beaucoup de respect autour du disque du B018. Vous y descendez par un escalier tout simple, vous arrivez dans une salle rectangulaire toute simple, où les tables sont parsemées. Et là, c'était aussi une occasion rêvée, dans le sens où j'ai pu tout construire jusqu'au mobilier, on a tout fait jusqu'au cendrier. On n'a rien acheté de l'industrie du bâtiment. Voilà le panneau, le panneau qui reflète de plus près. Et voilà le B018 de jour, comme vous risquez de ne pas le voir, parce que ce n'est pas un lieu de jour. Je m'arrête quelques secondes sur le mobilier, parce que c'était aussi un élément important du projet. Ceci n'est pas un cercueil, comme certains fous l'ont prétendu, mais ceci est un siège qui se rabat pour devenir un podium sur lequel on danse, 40 cm plus haut que les autres, donc on s'exhibe, on survole au-dessus des autres, parce qu'il n'y a pas de piste de danse, parce qu'il n'y a plus de piste de danse, et puis qu'on rouvre lorsqu'on veut s'asseoir. Et si le velours est rouge, c'est parce que les boîtes à violon, les boîtes d'instruments sont très souvent en velours rouge. J'ai eu aussi la chance de réinventer avec l'opérateur du lieu le tabouret qui fait 2 mètres de haut, qui est une sorte de casque dans lequel on s'installe. On peut se bourrer la gueule sans être reconnu de derrière. Et subitement, lorsqu'on se retourne, on est surexposé. Donc il y a beaucoup de jeux en fait sur les expériences de la nuit. Voilà le B018 donc, qui vit la nuit aux heures tardives, qui est devenu une after hours aujourd'hui. Et le B18 donc m'a labellé très vite à cause de son succès, à cause du succès de l'opération. C'était pas
Il faut comprendre qu'une boîte de nuit, c'est pas de l'archi, c'est toute une opération, c'est une synergie, c'est une chose très complexe. C'est beaucoup de paramètres. Mais la boîte a tout de suite décollé, a fait beaucoup de bruit. Et du coup, on s'est rué sur moi pour construire d'autres boîtes et d'autres bars. La centrale, qui est située aussi sur un site assez problématique, qui est donc à juste une parcelle à l'est du développement du centre-ville de Beyrouth, qui a été reconstruit, comme je vous disais tout à l'heure. Et là, il s'agissait de récupérer une ancienne demeure qui a été abandonnée en 1975 à cause de sa proximité de la ligne de démarcation, une demeure des années 20 qui n'avait aucune valeur architecturale à mes yeux, que j'aurais détruite et démolie si j'en avais le pouvoir, mais je n'avais pas le pouvoir de le faire, je n'avais pas le droit de le faire parce qu'elle était sous protection. Et comme je ne suis pas du genre à remaquiller et à réhabiliter de manière traditionnelle, je ne suis pas un fétichiste de l'ancien. Au départ, je n'étais pas très emballé par le projet, mais je l'ai finalement pris. Et la première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir un ingénieur de structure qui était un monsieur brillant, qui a commencé à me faire des petits croquis et à m'expliquer comment on consolide la peau d'un bâtiment, parce que lorsqu'un bâtiment est classé, c'est la peau qui importe et son emprise au sol. On s'en fout de ce que vous faites à l'intérieur. L'important, c'est de garder la gueule du bâtiment, la soi-disant gueule du bâtiment tel qu'il aurait été autrefois dans le passé. Donc ce qu'ils font d'habitude, et regardez bien mon curseur, c'est qu'ils mettent donc des ceintures temporaires tout autour de la peau sur la périphérie extérieure du bâtiment qui sont reliées à l'intérieur par des poutres temporaires, et ensuite on commence à creuser sur la périphérie intérieure de la peau un canal qui va devenir les fondations de la nouvelle structure qui va petit à petit monter et se coller à la peau, mais de dedans. Une structure en béton qui, elle, est étanche, et au fur et à mesure qu'elle monte, on commence à couper les dalles pour faire passer cette nouvelle structure jusqu'à qu'elle arrive jusqu'en haut. Une fois qu'elle est arrivée en haut et qu'on a séparé la peau du bâtiment du contenu, à ce moment-là, on vide l'intérieur et on continue à construire la structure intérieure. Et en principe, lorsqu'on a terminé, on enlève les poutres temporaires et on rebadigeonne, on repasse l'enduit sur cette peau qui est poreuse, parce que c'était la pierre des pauvres, une pierre très sablonneuse, très poreuse. Donc elle était enduite, on l'a réenduit et on la repeint d'une couleur pastel. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable, très chirurgical. C'est comme si je prenais votre corps, j'installais des ceintures temporaires autour du corps, je faisais passer des poutres pour tenir la peau en tension, je faisais un trou là-haut, j'ai vidé tout de l'intérieur, et je faisais passer quelqu'un d'autre à l'intérieur de votre peau. Et une fois que c'est fini, vu que vous êtes un peu ridé, un peu vieux, je faisais un petit lifting, un tout petit peu de blush, et c'est reparti. Vous serez beau comme vous l'étiez dans les années 20. La carte postale, quoi. Ce que les faussaires ont fait juste en face. Parce qu'il y en a plein des comme ça. Il y en a comme ça à Paris aussi, il y en a partout. Alors là, j'ai dit non. L'histoire, ce n'est pas la carte postale. L'histoire, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est la violence qu'on est en train d'exercer sur cette structure. Donc du coup, on va écrire l'histoire. On va tenter d'écrire l'histoire. Et ce projet, je le dois vraiment au petit croquis de mon ingénieur, qui était absolument fabuleux. Cette opération chirurgicale qu'il m'a expliquée de manière très médicale. Donc, j'ai décidé de garder la structure temporaire et j'ai décidé d'évider le hall central par besoin pragmatique, parce que mon client m'avait demandé un grand hall à l'intérieur et que ma structure, à la base initiale, était une structure qui était donc sur des murs porteurs et elle était labyrinthique, c'était des petites salles de 2 mètres par 3. Donc forcément, je devais les vider et je crée cet énorme hall qui rend mon client très content, qui a 10 mètres de hauteur sous plafond, parce que du coup, je fais sauter la dalle intermédiaire sur le hall central et j'oppose de manière divine le bar au-dessus, parce que le bar, c'est extrêmement important. Et là, je me défonce avec mes artisans, chose que j'aime beaucoup faire. C'était un chantier extrêmement intéressant en termes de fabrication. Et là, vous pouvez voir mes poutres temporaires, et j'ai même exagéré l'effet. Au lieu d'enduire ma façade, j'ai posé des cadres avec de la maille métallique qui fait qu'on ne peut plus agresser cette pierre qui est poreuse, que vous pouvez carrément agresser avec un petit stylo. Vous pouvez faire des petits trous dedans. Là, on n'y touche plus parce qu'elle est protégée par la maille. Et vous êtes aussi protégé des morceaux, des restes d'enduit qui continuent à tomber, mais qui sont conservés dans la maille.
Et ça a fait un effet quand même assez intéressant, il faut l'avouer. Hein? Oui? Ok. Vous n'êtes pas convaincu. Tant pis. Alors, le bar, parce que cette structure n'avait plus de toit, le bar donc, m'a servi aussi de stabilisateur. Cette structure circulaire est aussi un stabilisateur structurel, et qui contient le bar dans un cylindre en coupe. Et évidemment, ça s'ouvre et ça se ferme. Ça s'ouvre et ça se ferme. Donc là, je ne suis plus seulement l'architecte des bars et des lieux de débauche, mais je suis aussi l'architecte des structures décapotables. Hein? Deuxième label, deuxième étoile. Et voilà le bar. Là aussi, je vous rappelle au passage qu'il s'agit d'une structure temporaire sur un bail qui devait expirer, je crois, en 2010 et qui est prolongé jusqu'à 2012 ou quelque chose comme ça, 2012-2013. Donc ce sont mes deux premiers bâtiments, je vais continuer tout à l'heure avec d'autres bâtiments temporaires, sont tous voués à disparaître. Et là, donc dans mon hall central, initialement, il y avait une grande table. Une grande table, et si vous suivez bien mon curseur, vous voyez ici cette espèce de hache en plan qui est le circuit du service. Donc les serveurs sont à l'intérieur de la table et vous êtes assis tout autour, à l'extérieur, autour d'une seule grande table. Les serveurs sont à l'intérieur, circulent sur une sorte de plateau en inox miroir et leur seule issue, c'est le trou où ils descendent à la cuisine. Donc ils ne partagent jamais l'espace que vous occupez. Ils ne viendront jamais par derrière. Ils seront toujours devant vous. Et si vous regardez bien la coupe, vous verrez qu'ils sont debout sur un plan qui est 40 cm plus bas que le plan sur lequel vous êtes assis. Donc leurs yeux seront toujours plus bas que les vôtres. Vous les dominerez toujours, assis, perchés sur votre chaise avec très 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 haut dossier. Là aussi, c'est un projet où j'ai eu la chance de tout faire, les sièges, les cendriers, tout. On n'a rien acheté de l'industrie du bâtiment, ni même les profilés de fenêtres. On a tout fabriqué avec nos artisans. Et là, donc ça, c'est ma grande table, le plateau en inox au milieu. Et ce que vous voyez là, ce n'est pas des micros, ce sont des lampes. Ce sont des lampes qui éclairent le plat, qui devient réflecteur de lumière. Et donc, lorsque la table est occupée, on baisse l'éclairage général et, en fait, on mange et on ne parle pas. On se regarde. J'ai réussi à faire fonctionner cette expérience pendant plus d'un an, un an et demi, ce qui est miraculeux parce qu'à Beyrouth, on sort en troupeau la nuit. On est 6, 8, 10, 12, c'est des grandes tables, c'est pas comme ici, c'est pas comme en France, et les gens se parlent. Et pourtant, pendant un an et demi, les gens ne se sont pas parlé, ils se sont regardés. Et alors, il y avait ceux qui ont adoré le lieu, parce que l'expérience, bon, on y mangeait bien sûr, mais ce n'était plus une sortie comme on le fait d'habitude, c'était un autre type d'expérience. Il y en a qui ont vraiment haï ça, à tel point que ça a commencé à devenir un tout petit peu tendu. Je n'aurais jamais cru que l'architecture aurait pu avoir un tel effet sur une opération aussi banale qu'un restaurant, et pourtant, j'ai réussi mon coup. Mais il a fallu que je mette de l'eau dans mon vin, donc on a coupé la table en deux un moment, puis petit à petit la table a disparu, et là on est revenu vers des tables conventionnelles, et je n'en parle plus. Après ça, site problématique, entertainment, divertissement, évidemment, on me demande de faire une chose encore plus difficile que les deux premières, qui est de construire un restaurant japonais, un sushi bar, sur la rue de Damas, toujours la ligne de démarcation, mais là où elle devient très très mince. Beyrouth Ouest, Beyrouth Est. Sauf que ce secteur, en 2000-2001, n'était toujours pas réhabilité. Et donc, comme vous le voyez juste à côté, il y a un bâtiment qui était encore en ruine, qui était squatté, sans fenêtres, des gens qui habitaient sans fenêtres, sans garde-corps, sans eau courante, dans des conditions quasi catastrophiques. Et on me demande de construire un sushi bar qui va servir de sushi à $50 par tête de pipe. C'est quand même bizarre. Alors qu'à côté, le pauvre ouvrier, il ne fait pas $200 par mois. Mais c'est Beyrouth. Alors qu'est-ce que vous faites? C'est peut-être immoral, c'est peut-être très difficile, mais c'est un projet qui se serait fait avec moi ou sans moi, de toute manière. Il allait se faire. Donc il ne faut pas me jeter la pierre. Moi, je suis là et j'essaie, dans le meilleur des cas, de témoigner d'une situation, de mettre le doigt dessus et d'essayer d'en faire quelque chose de, dans la mesure où je peux le faire, de pertinent.
Donc, ce projet impossible, absurde, je l'ai pris, je l'ai accepté parce qu'il était difficile, parce qu'il était impossible, parce qu'il était absurde. Et donc, avant de commencer, avant de le concevoir, on s'est entendu, on s'est dit on va faire un bâtiment qui va dans un premier temps assumer l'absurdité de son existence sur ce site. C'est très important. On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Mais aussi, pour que ce bâtiment fonctionne, il faut pouvoir fournir un environnement à ceux qui vont bouffer du sushi à $50 par tête de pipe, qui va, d'une certaine mesure, qui va les protéger ou qui va les mettre à l'écart de la culotte du voisin qui est tendue sur un fil à linge ou des regards des squatteurs d'en face. Donc, il y a une contradiction entre les deux. Le bâtiment doit assumer sa présence, donc il va être visible, présent, mais en même temps, l'espace qui va être habité, qui va être occupé, lui, ne peut pas être exposé. Et il ne s'agit pas non plus de fournir un espace neutre, bien confortable, un cocon bien confortable à ceux qui vont venir manger du sushi à $50 par tête de pipe. Je ne me fous pas de leur gueule parce que moi, je jouis de ces lieux aussi. Je suis client de ces lieux, je vais manger, je vais boire, je vais passer des soirées dans ces lieux-là. Mais il s'agit aussi d'assumer l'acte, de consommer et de jouir peut-être de son sushi à $50 par tête de pipe, ou de sa bonne bouteille de vin à la Centrale, ou de sa bouteille de vodka au B18, tout en comprenant le lieu qu'on occupe, et l'espace qu'on occupe. Donc voilà, ceci n'est pas un photomontage, voilà mes squatteurs sans garde-corps, de jour et de nuit. Et ce qu'on voit au-dessus du sol, c'est la tour de réception, qui est un espace circulaire qui fait 7 mètres de haut, et la tour de ventilation, les narines du projet. Ce qu'on ne voit pas d'habitude, ce qu'on a l'habitude de jeter sur les toits, là, je l'expose, je l'exhibe, et ce sont des narines très puissantes, parce qu'il faut ventiler une cuisine, un lieu qui est sous terre, et voilà. En fait, l'espace habité, il est dans le sol, et si vous regardez bien, vous voyez qu'il y a là des fenêtres qui font entrer de la lumière, donc du dessus, de la lumière zénitale, vers l'espace à l'intérieur, qui lui s'articule autour de cette réception circulaire, qui est une réception donc mobile, qui démarre au rez-de-chaussée et qui vous ramène au centre du bar. Le bar qui va s'articuler autour de cette réception circulaire, ainsi que les tables et le reste du plan, comme une montre suisse. Voilà une coupe exposée du projet. Et lorsque vous êtes en bas, votre seul rapport avec l'extérieur, c'est le ciel, et rien que le ciel. Et vous ne savez pas vous n'êtes pas exposé à ce qui se passe littéralement et carrément derrière le mur, de l'autre côté du mur. Les voisins, on ne les voit pas. On ne voit que le ciel, le bon Dieu. Et voilà ma plateforme circulaire, mes deux canapés, parce que c'est une expérience qui dure quelques secondes quand même, donc vous avez le temps de poser vos fesses sur le canapé, qui est un énorme cadre, c'est très glamour, et vous atterrissez au milieu du bar. Si vous êtes timide, n'y allez pas. Là aussi, c'est un projet où j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses, jusqu'aux lampes, jusqu'aux meubles, jusqu'à tout. Là aussi, un rapport avec les artisans qui était extrêmement important. Et là, vous voyez mes clients qui mangent du sushi et qui ne sont pas exposés à ce qui se passe littéralement derrière le mur. Je vous parlais tout à l'heure des secteurs productifs ou des secteurs qui se sont développés au courant des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Et je vous rappelle au passage que Yabani est aussi un bâtiment temporaire sur un site en location qui va passer au bulldozer lorsque le contrat de location aura expiré. Et je crois qu'on a encore aussi 2, 3 ou 4 ans max. B018 devait expirer en novembre 2003 et il y a eu un miracle, enfin un malheur, un désastre, un miracle, je ne sais pas. Le propriétaire du terrain a été assassiné, une histoire assez compliquée. Du coup, il y a eu prolongation du contrat, et jusqu'à quand, on ne sait pas. Donc, j'ai travaillé pour l'entertainment, l'industrie du tourisme, mais aussi pour les banques, parce que les banques ont beaucoup prospéré durant les années 90, la période de l'après-guerre. Les banques étaient intouchables, et les banques se sont développées
contrairement au secteur productif tel que l'industrie et l'agriculture. Donc j'ai travaillé avec les banques. Euh, Plusieurs banques, des banques assez importantes sur la place. Certaines d'entre elles m'ont même demandé de travailler sur leur identité architecturale. Et là, on est dans des programmes beaucoup plus sophistiqués que l'entertainment, beaucoup moins spectaculaires, bien sûr, euh, beaucoup moins dans le spectacle, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas des projets euh, tout aussi sophistiqués, si ce n'est pas plus, ou plus complexes. Là, il s'agit donc d'un premier bâtiment prototype sur lequel l'identité de cette banque devait être développée. Mais comme je suis obsédé par le site, par la situation toujours, euh, et le premier site qu'on m'a donné se situait dans une petite ville qui s'appelle Shtoura. Shtoura est à une dizaine de minutes de la frontière syrienne. Ce projet, je l'ai fait en 2004, donc avant l'assassinat du Premier ministre Hariri, avant le retrait des forces syriennes du Liban. Donc en 2004, pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'histoire récente du Liban, jusqu'en 2005, et même peut-être aujourd'hui, il n'y avait pas une décision politique qui était prise au Liban. Tout se passait à Damas. Et avant de démarrer mon projet, j'essaie de comprendre Shtoura et pourquoi Shtoura. Et donc le chairman de la banque m'explique en fait, toutes les banques libanaises avaient un pavillon très important à Shtoura. Et qu'on ne le disait pas à haute voix, mais que Shtoura était un lieu extrêmement important pour ces banques, parce que Shtoura est à 10 minutes de la frontière syrienne. Il faut comprendre qu'en Syrie, le système bancaire est presque inexistant, enfin les banques privées, et surtout en 2004, n'existaient presque pas, mais il y a beaucoup d'argent en Syrie, dans les matelas, sous les lits. Alors qu'est-ce qui se passait jusqu'en 2005 ? Jusqu'en 2005 et jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière, et maintenant beaucoup de banques libanaises se sont établies à Damas, mais à l'époque, elles ne s'étaient pas encore établies à Damas. Donc ce qui se passait, c'est que les voitures syriennes passaient la frontière et rentraient vers Shtoura, n'allaient pas jusqu'à Beyrouth, pour déposer l'argent qui venait d'en dessous des matelas. Pendant que les crétins, les politiciens passaient la frontière pour aller prendre leurs ordres à Damas, dans l'autre sens, il y avait des bagnoles qui venaient avec de l'argent dans les sacs et qui se déposaient dans les banques. Donc Shtoura était donc un lieu extrêmement, une adresse très importante pour ces banques. Et lorsque le président de la banque me dit ça, moi ça me fait tilt dans la tête, je me dis fabuleux, c'est très stratégique tout ça, c'est fantastique, c'est très politique. Donc je conçois un bâtiment très introverti, qui a une présence presque qui tourne le dos à Damas, qui est dessiné par le mouvement de la voiture autour, qui crache de l'argent carrément, donc sa bouche, c'est la machine ATM, le distributeur de billets, qui a des petits yeux, des petites meurtrières. Et en fait, alors qu'il aurait pu s'ouvrir sur l'extérieur, il s'ouvre sur l'intérieur, sur des tout petits jardins, dedans, et vers le ciel. Une fois de plus, on ne regarde pas autour, les camions et les bagnoles passent autour, on prend l'argent, on tourne le dos ou le cul à Damas, et on regarde vers Beyrouth. Et c'est très intéressant de voir son bâtiment dans son contexte. Il est très présent alors qu'il est tout petit, il est très compact. Mais c'est aussi un bâtiment autoroutier. C'est pas un bâtiment urbain, c'est pas quelque chose que j'aurais conçu en ville ou pour la ville. C'est un bâtiment qui est conçu pour être perçu à 100 km/h, parce que sur ces boulevards ou sur ces autoroutes, on file très vite. Et donc là, je vais vous montrer un autre bâtiment autoroutier qui est sur cette fameuse autoroute qui passe devant le B18, mais à quelques kilomètres plus loin, au nord, ce qu'on appelle l'autostrade chez nous, qui n'a rien à voir avec l'autoroute chez vous. Chez vous, lorsqu'une autoroute s'approche d'une bourgade ou de quelques kilomètres, il y a des grèves, il y a des maires qui sautent, on ne veut pas la voir, on la pousse. Chez nous, au contraire, on la ramène vers chez nous, on la ramène vers la ville, on essaie de la faire passer carrément en plein milieu. Pourquoi ? Pour essayer d'attraper les gens qui passent et de leur vendre des choses. Et donc, on appelle ça l'autostrade, où passent des centaines de milliers de voitures tous les jours. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Les surfaces verticales, visibles, deviennent plus chères, ont plus de valeur que les surfaces horizontales. Et ces bâtiments, qui pour la plupart ont été conçus dans la logique normale d'un bâtiment exploitable, dans des surfaces de mètres carrés exploitables, aujourd'hui sont aveuglés, sont complètement enveloppés par des enseignes sans absolument aucune régulation. Donc ça va bien au-delà de Vegas
ou de Times Square ou de ce qu'on connaît, parce qu'il n'y a absolument aucune régulation et beaucoup de bâtiments sont devenus complètement aveugles. Et là, un de mes clients me demande, alors qu'il a petit à petit acheté toutes ces propriétés qu'on voit là, donc ces 5 parcelles, la dernière qu'il avait acquérie était un tout petit peu en recul, un site qu'il n'a plus le droit de construire et qui a 20 mètres de recul sur l'autoroute. Catastrophe. Et il me dit, ça ne m'intéresse pas trop ce que je vais faire à l'intérieur. Et en fait, il n'a jamais fait grand-chose dedans. À la base, c'était supposé être un diner, mais l'important, c'était d'avoir une visibilité, de crier sur l'autoroute, de faire comme les autres et même plus fort. Donc on a passé, comme on n'avait pas le droit de construire sur les 20 mètres de recul, si vous suivez mon curseur, l'autoroute est là, on a passé un permis d'enseigne, de panneaux, un permis d'ATM, de distributeur de cash, et un écran. Et on a fait fabriquer en fait un dispositif avec ces 3 objets, et on a enveloppé la façade arrière avec son énorme logo, et du coup le bâtiment crie. On avait planté des caméras dans le bâtiment d'à côté qui est une sorte de department store. On dit comment on dit department store, non? Un grand magasin. On avait planté des caméras dans des points très stratégiques qui devaient retransmettre sur l'autoroute. Et ces caméras ont été implantées, le câblage et tout fonctionnait quelques heures avant de mettre la chose en marche. Mon client se rétracte, évidemment, c'était trop vicieux. Donc du coup, il y a des clips qui passent, des clips de mode. Il utilise la vitrine comme une grande vitrine d'autoroute, aussi conçue pour être visible à 100 km/h. Ce bâtiment n'est pas un bâtiment urbain, c'est un bâtiment d'autostrade. Là, on le voit en dessous du pont, qui passe en face, un peu plus près. J'ai aussi fait pas mal de projets à l'intérieur de l'enceinte du centre-ville, 8 ou 9 à la date d'aujourd'hui. Aucun d'entre eux n'a été construit pour l'instant. Mais là, Solidaire, donc la société privée en charge de la reconstruction du centre-ville de Beyrouth, me commissionne en 2004-2005, me demande de travailler sur le site le plus visible et le plus important du centre-ville. Alors que en 98, j'avais tapé à la porte du président de Solidaire et j'avais demandé de me donner des restes, en fait, des sites inconstruisibles à la date d'aujourd'hui. À l'époque, en essayant de lui expliquer que ce qui était possible en 98, à ce moment-là, ne serait pas possible 5, 10, 15, 20 ans après. Et que donc, on pourrait envisager des projets temporaires qui pourraient commencer à démarrer une certaine activité ou déclencher une certaine activité, une certaine vie sur certains lieux ou certains quartiers. Il m'avait regardé comme ça et il n'avait pas du tout pris au sérieux ce que je lui disais. Alors que je demandais la poubelle, littéralement la poubelle, parce qu'ils ont fait du remblai sur la mer avec la poubelle. Donc il n'était pas construisible à l'époque. Il ne me la donne pas, il me regarde comme une espèce de bête curieuse. Et donc on était là en 98-99. En 2004-2005, quelques années plus tard, il ne me donne plus la poubelle mais la crème. Là, le site sur la place des Martyrs où il reste encore le dernier bâtiment, la dernière trace de la guerre, qui est une structure assez intéressante qui avait été construite par un architecte local, un moderniste de l'époque, Joseph-Philippe Caron, dans les années 60, qui était à l'époque le plus grand centre commercial du Moyen-Orient, avec un grand théâtre, cinéma, 6 sous-sols, etc. Et on me demande donc, on me donne 7 ans uniquement, pas plus, donc toujours dans le temporaire. Je vous rappelle au passage que mes 6 premiers bâtiments construits sont tous temporaires. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse qui est très importante, c'est que nous, autres architectes, traditionnellement, nous construisons pour l'éternité, ou du moins par rapport à notre longévité, à notre présence ici-bas. Donc, parce que ce qu'on construit, il reste après nous. Donc en ce qui me concerne, c'est éternel. Hein, et l'histoire ne retient en fait que les bâtiments qui restent. Et moi, on me donne, sur mes 6 premiers bâtiments, mes 6 premières commandes, on me donne des dates d'expiration extrêmement proches. Tous les bâtiments sont temporaires, bien sûr, mais il y a temporaire et il y a temporaire. Temporaire, 6, 7 ans, 8 ans, c'est extrêmement court. Donc c'est extrêmement bizarre de concevoir un bâtiment en sachant très bien que vous allez
participer à sa disparition, à sa démolition, que vous allez faire l'expérience de sa démolition 6 ans, 7 ans après. Et là, vous avez un rapport très différent avec le bâtiment, même au niveau de sa conception. Donc il y a déjà un rapport avec la temporalité qui est très important, qui m'a été forcé et qui est très propre à Beyrouth et qui est très propre à ces sites que j'appelle des sites en convalescence. J'aurais été un architecte bâtisseur qui répond à des concours pour construire du logement social ou des musées ou des opéras ou des mairies, je n'aurais pas réfléchi de la sorte. Mon rapport avec la temporalité aurait été très différent. Et c'est intéressant que Solidaire fait appel à moi en commande directe. La première commande directe qui est passée par Solidaire, pour moi, est un bâtiment temporaire. Là, je décide donc de démolir ce qui reste des dalles autour de l'œuf, la patate, le savon, vous l'appelez comme vous voulez, et donc se pose, libérer des dalles qui sont tout autour. Je crée une grande place rouge tout autour, ponctuée de petits trous, parce que je n'avais pas le droit de rajouter de surface. Je l'avais le droit d'en soustraire, mais pas de rajouter, parce que c'était un permis de réhabilitation. Je crée des galeries souterraines, avec de la lumière qui passe à travers l'interface, donc qui devient cette grande place publique qui s'ouvre, qui devient très poreuse. Et je remplace le bout de l'œuf qui avait été coupé par un nouveau parcellaire, un nouveau bâtiment qui devait pousser devant, qui a été arrêté. Le trou des fondations jusqu'au deuxième sous-sol du nouveau bâtiment qui s'est arrêté. Donc je récupère tout ça et je rajoute une prothèse là où l'œuf a été décapité. Je tourne le dos à la mosquée et je rhabille l'œuf ou la patate ou le savon de plaques en inox réflectif qui vont refléter tout ce qui se passe autour. Voici ma prothèse qui a un énorme écran. Ah, je ne l'ai pas ici. Qui va cracher vers l'est de Beyrouth toutes sortes de projections. C'était un écran en fait interactif. Je passe parce que ce projet ne se fera plus, ou probablement plus. Parce qu'entre-temps, la valeur immobilière nous a rattrapés et du coup, Solidaire a arrêté le projet, vendu la parcelle et c'est fini. Donc, après mes 6 premiers projets construits, je crois que je suis peut-être le seul architecte que vous écouterez, dont les 6 premières commandes construites sont temporaires. Curieux. Alors, en 2006, je finis par construire mon premier bâtiment non temporaire. Donc, premier rapport avec l'architecture qui reste. Et là, je décide, alors que la commande initiale était banale, un bâtiment résidentiel commandé par un promoteur pour les riches, parce que moi je construis pour les riches, je ne construis pas pour les pauvres, je ne construis pas pour le public. Le voici. Et ce bâtiment a quelque chose de particulier, parce que ma première commande non temporaire, où ce que j'ai dessiné va rester, je ne l'ai pas dessiné. Alors écoutez-moi bien, son enveloppe est dictée par la loi du gabarit sur ce site précisément, donc l'enveloppe est jusqu'au dernier centimètre cube dessiné par la loi, ce n'est pas moi qui l'ai dessiné. Et comme mon promoteur voulait faire ce qu'on appelle dans le jargon des promoteurs le shell and core, la coquille et le noyau, le shell and core veut dire vous construisez les façades, vous finissez les façades et les parties communes et vous gardez les plateaux non finis. Parce que dans ce secteur du marché immobilier, les gens qui achètent ont d'habitude les moyens de venir avec leurs décorateurs et leurs architectes d'intérieur. Donc ça ne sert à rien de finir les espaces. Je l'ai pris à la lettre et j'ai même été plus loin. J'ai fait des plateaux totalement libérés de structure. La structure qui porte est donc dans le shell, dans l'enveloppe. Il n'y a pas un seul poteau à l'intérieur du bâtiment. Donc c'est la structure extérieure qui porte. Et les plateaux à l'intérieur sont complètement livrés, pas un poteau qui passe dedans. Et je garde donc les plans libres. Je ne dessine pas le volume, je ne dessine pas les plans. Je garde même la coupe libre, dans le sens où j'établis un niveau d'arrivée à chaque arrêt d'ascenseur, mais qui split, de manière à ce que mon promoteur puisse vendre, parce qu'il avait des acheteurs qui réclamaient des 200 mètres carrés jusqu'à 750 mètres carrés. Donc du coup, c'est devenu très flexible. On arrive au niveau de référence, on prend celui qui descend, celui qui monte, et même peut-être plus. Donc du coup, ça s'est développé en fonction, ça s'est cristallisé en fonction des schémas de vente. Et au bout du compte, il y a eu 7 appartements dans ce bâtiment. Mais on ne savait pas combien il allait y en avoir. On a passé un permis temporaire le temps qu'il ait tout vendu. 7 appartements qui vont de 200 à 750 mètres carrés,
par appartement. Je n'ai fait ni l'enveloppe, ni les plans, et je n'ai pas gelé la coupe. Donc j'ai en fait rien dessiné. J'ai même été plus loin, parce que chacun des 7 architectes d'intérieur qui faisaient ces plans me contactait chacun à son tour en me demandant les élévations du bâtiment pour qu'ils puissent faire en conséquence de l'intérieur. Et là, je leur ai dit, c'est vous qui faites les élévations intérieures, vous me les donnez, je les projette vers l'extérieur. Donc dernière tâche, dernière responsabilité basique de l'architecte qui est la façade, je ne l'ai pas faite non plus. Donc je récapitule, je n'ai pas fait le volume, je n'ai pas fait les plans, je n'ai pas gelé la coupe, et je n'ai pas dessiné les élévations. Le premier bâtiment permanent, où ce que je dessine peut rester, je ne le dessine pas. Donc il y a une résistance entre le dessin, et c'est le concept qui prime. Et comme par hasard, ce bâtiment est juste derrière la centrale. Malheureusement, il y a une grosse merde qui a poussé entre nous, et du coup, on ne les voit plus ensemble aujourd'hui. Mais au tout début, c'était le cas, on les voyait l'un par rapport à l'autre. Donc la récupération de la centrale qui est temporaire, et mon premier bâtiment permanent, qui est dessiné par le gabarit, et dont même la fenestration, les ouvertures en façade sont la résultante en fait des plans intérieurs et des besoins de chacun. Donc ça s'est fait de manière très organique. Bon, ça nous a donné une pente en façade assez dramatique. En fait, mon intervention fait 10 cm d'épaisseur. C'est la peau. Les paupières, en fait, espèce de radiateur qui fait respirer les parties opaques de la façade. Là. Et j'ai quand même planté 2 cyprès sur le toit. Mais les plans sont assez intéressants parce qu'il y a des vis-à-vis entre, par exemple, les chambres à coucher et les réceptions. Donc on peut percevoir sa réception à partir de la chambre via l'extérieur. On ne vit pas dans les murs. Je reviendrai là-dessus sur d'autres projets. Là, c'est mon côté un peu féminin, un peu gentil. Mais là, c'est une réponse très honnête et très claire à un problème de vis-à-vis. Un bâtiment qui est construit sur une rue qui fait 7,5 mètres de large, où le coefficient d'exploitation est extrêmement haut, avec les balcons, etc., on est à 7,2 ou 7, je ne sais plus trop combien. Donc c'est extrêmement dense. Avec 7,5 mètres de large, on se retrouve en vis-à-vis avec le voisin et pas assez de lumière. Donc ma réponse est très simple et très peu coûteuse, parce qu'on avait très peu de moyens. Les pots de fleurs, à 7 $ le pot, les pots de plantes en fait, qui petit à petit vont dégouliner et faire un rideau de verdure qui va filtrer la lumière et qui va aussi filtrer les regards indiscrets et que vous pourrez tailler en fonction de votre besoin de lumière ou d'ouverture vers l'extérieur. Et toute la réception s'ouvre donc sur ces pots, sur ce tapis de verdure qui va être vertical. Vous verrez dans tous les projets résidentiels un besoin toujours d'avoir un rapport assez particulier avec l'extérieur, les vis-à-vis. Les pots. Là aussi, toujours pour le même promoteur, petit bâtiment résidentiel, j'insiste à vous faire parcourir le plan, parce que celui-là, je l'ai dessiné, contrairement au premier. Vous rentrez chez vous, mais les battants, porte-battants de la cuisine vont disparaître derrière les murs, qui font disparaître la cuisine aussi, ce qui fait que vous pouvez passer par une zone intermédiaire qui peut être la cuisine et qui peut être isolée au besoin, et vous êtes de nouveau à l'extérieur, autour d'un olivier, vous allez voir tout à l'heure, et là, vous pouvez monter ou descendre chez vous ou vers les enfants en bas. Donc vous pouvez parcourir la maison de l'extérieur. Il faut comprendre que le climat à Beyrouth est extrêmement clément, qu'on peut vivre à l'extérieur pratiquement toute l'année, voire peut-être 10 mois l'année, 9-10 mois l'année facilement. Si c'est bien ventilé, on n'a pas besoin de trop de climatisation. Mais donc la cuisine devient le noyau de circulation aussi. Ça vous permet de vous réveiller le matin, de descendre, parce que là vous avez baie vitrée de mur à mur, du sol au plafond. Votre chambre devient terrasse. Et là, vous descendez l'escalier, vous passez devant votre olivier, vous allez faire votre petit café et vous remontez, ou alors vous descendez chez les enfants. Donc, il s'agit d'une expérience très très simple, honnête, mais aussi de plaisir. Parce que le plaisir prime, pas seulement en boîte, mais aussi là où on habite. Et ça s'est dessiné d'une manière très claire en façade, avec un rapport avec la matière qui est toujours très très simple. C'est noir, c'est lisse. Là où il n'y a pas besoin
de souligner la matière, on ne souligne pas, on ne parle pas de matière, le dessin est strictement minimal, c'est une traduction littérale et directe et honnête d'un concept qui est honnête. Donc les petites coursives et les balcons qui dansent en façade. Et ça s'arrête là, avec les oliviers, qui font partie du carnet de spécifications et de quantité du bâtiment. Je travaille surtout avec des promoteurs de ma génération, donc on sort un tout petit peu des schémas des promoteurs traditionnels. Là, un des projets en cours actuellement s'appelle Artists Studios. C'est clairement pas pour les artistes, mais comme tout le monde veut devenir artiste, donc on a conçu des appartements pour des artistes wannabes qui collectionnent des voitures de collection, par exemple, un bâtiment où vous pouvez débarquer en bagnole chez vous, dans votre studio d'artiste, avec un monte-charge qui monte la bagnole, qui rentre dans un espace à double hauteur, avec une plateforme qui tourne et qui permet donc de rentrer directement chez vous en bagnole au besoin. Évidemment, c'est pas la petite bagnole que vous allez monter dans ce type de bâtiment, c'est la 300 SL Goldwing, et ce n'est pas l'artiste, mais les œuvres d'artistes qui coûtent très cher, que vous pourrez contempler de votre intérieur d'artist studio. Et ce bâtiment a une queue de chien comme ça, qui bouge chaque fois que la queue en fait est le contrepoids de la plateforme. Donc chaque fois que la plateforme bouge, quand la plateforme monte, la queue descend. Et quand la plateforme descend, la queue remonte. Vous voyez la queue là, en haut. Elle bouge. Elle va bouger. Donc ce bâtiment est en cours de construction là. Il sera terminé d'ici 2 ans. On vient de démarrer. Je vous disais tout à l'heure que je construisais pour les riches. Ceci est un site absolument sublime, situé juste au-dessus des réserves des cèdres du Barouk. Mais c'est un site exceptionnel parce que sur ce monticule, vous avez une vue panoramique de pratiquement l'ensemble du territoire libanais, de la Méditerranée jusqu'à la plaine de la Beka. On surplombe tout. Donc en 1982, Tsahal, l'armée israélienne, avait rasé le haut du monticule de la montagne et avait installé une batterie de missiles, ce qui leur permettait de dominer la Beka, Beyrouth, etc. Puis entre-temps, Tsahal est parti et le bout de la montagne est toujours râpé. Un client, à moi, enfin qui n'était pas à l'époque, visite le site avec un de nos politiciens responsables de la région, arrive donc au-dessus sur ce monticule et dit à notre politicien « Je veux mourir ici », parce que c'est absolument divin. On surplombe les nuages et notre politicien lui explique que la parcelle n'est pas à vendre parce qu'elle est propriété d'État, mais que par contre, après l'insistance de mon client, il serait possible de le laisser jouir de la parcelle durant un temps déterminé, quelques années, après quoi elle deviendrait propriété, ce qu'il aurait construit deviendrait propriété de l'État. Donc, première chose que je fais, c'est visiter le site, bien sûr, et je me rends compte qu'il ne faut rien faire sur ce site. D'ailleurs, on m'a dit, il ne faut surtout pas construire quelque chose de lourd, il faut que ce soit presque invisible. Et donc, la première présentation au client, je lui montre, je lui redistribue son programme en fonction des orientations. Ceci est un panorama de 180 degrés. Je lui explique qu'il va manger là, qu'il va faire pipi ici, qu'il va dormir là, qu'il va recevoir ici, etc., etc. Sur les 360 degrés, pardon, 360 pas 180, chaque angle donc devrait correspondre à une de ces activités. Et voilà, qu'il devait vivre dans une sorte d'observatoire, ni plus ni moins, et que l'architecture n'avait absolument aucune importance, qu'elle devrait être réduite au degré zéro. Il est super emballé, il me donne carte blanche. Donc voilà, on lui construit une sorte de disque de toiture extrêmement discret. Tout est vitré, tout est très léger, un trou au milieu avec un patio, un vide à l'intérieur. Et voilà, le tout est distribué de manière très très simple
littéralement son programme tout autour, en fait sur une dalle qui fait une dizaine de mètres de profondeur. À l'intérieur c'est vide, à ciel ouvert, et puis pour le reste on vit le paysage tout autour. Et puis je récupère bien sûr, les eaux, et la fonte des neiges dans une sphère dont le volume est calculé en fonction de la plus grande chute centenaire d'eau et annuelle. Donc ça m'a fait une sphère, je crois, qui faisait 17 ou 18 mètres de diamètre. Il faut comprendre que ce monsieur a les moyens, donc on finirait la sphère en marbre, et que cette eau qui serait récupérée serait chauffée avec des cellules en fait qui seraient photovoltaïques, qui seraient dispersées partout à travers le site. Ça nous permettrait d'avoir un tout petit peu comme un volcan, mais il ne faut pas dire volcan ces derniers temps parce que ça fait chier tout le monde, mais donc il y aurait un tout petit peu de... Voilà, donc la dalle est quasi transparente sur le panorama tout autour. Mon client me donne carte blanche, tout va très bien, jusqu'à la deuxième présentation où il commence à voir des mullions, la structure en fait de la fenestration. Et là, il devient fou, il me traite de menteur, il m'explique que je lui avais montré quelque chose de complètement transparent, que lui, il avait acheté le panorama et non pas des montants de fenêtres, et qu'il était hors de question de voir des montants de fenêtres. Alors je lui explique qu'il faut bien tenir une fenêtre, une porte qui va aller du sol au plafond sur 5 mètres de haut, qui est en vitre bombée, que c'est déjà extrêmement compliqué, et que donc il faut des profils. Il ne veut pas avoir de profil, il me prend par l'oreille, il me descend dans la cave, dans la salle de machine de son bateau, qui fait 70 mètres de long, sur lequel il a un hélicoptère posé, et il me montre les 2 turbines qui propulsent le bateau. Il m'explique que c'est le seul vaisseau privé qui est propulsé par des turbines très spéciales qui sont conçues en fait pour le militaire, qui n'émettent absolument aucune vibration, qui sont utilisées par des sous-marins militaires, américains, je ne sais pas trop quoi, et qu'en gros, c'était le seul vaisseau privé aussi sophistiqué. Et il m'explique qu'il ne veut pas de mullions, il ne veut pas de montants. T'as compris ? J'ai dit, j'ai compris. Je rentre chez moi au bureau, j'explique à mes acrobates qu'il faut que les montants disparaissent et qu'il faut qu'on se débrouille. Et donc, on réfléchit, puis on pense à la fenêtre de bagnole. C'est très simple. La fenêtre glisse dans un rail, mais reste le rail. Mais pourquoi est-ce que le rail ne descendrait pas aussi ? Donc voilà, c'est très simple. Quand monsieur ne veut pas voir les rails, ils disparaissent. Et quand monsieur a froid ou qu'il dort, on remonte les rails et on ferme les fenêtres. Ça peut sembler tout simple, mais du coup, ce n'est qu'un diagramme. Donc on appelle un façadier allemand, on lui envoie nos schémas. 3 semaines après, il nous dit « Bingo, ça marche. Vous venez d'inventer quelque chose de fantastique, mais qui va coûter très très cher. » On demande combien cher. Et rien que pour la peau, rien que pour la fenêtre, le premier devis était à 8 millions de dollars. J'envoie les dégâts à mon client qui me dit « Bingo, vas-y. » Sauf que le projet ne va pas être construit. Pour d'autres raisons, pour des raisons politiques, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. J'ai aussi beaucoup fait dans les pays du Golfe, du moins sur papier, et là, c'est une merveilleuse histoire qui démarre avec l'apparition au bureau chez moi d'une jeune princesse saoudienne qui m'explique qu'elle veut construire ce qu'elle avait appelé en anglais « A Women's Only Leisure Facility » in Riyadh, Saudi Arabia. Je répète, a women's only leisure facility, un lieu en fait de plaisir pour les femmes et uniquement pour les femmes. Donc un lieu qui est interdit aux hommes, où les femmes évidemment peuvent se dévoiler, peuvent faire ce qu'elles ont envie de faire, loin des regards indiscrets, des mâles, voilà. Je ne m'attarderai pas sur le reste des activités de ces jeunes dames, et donc évidemment, ce bâtiment, vu qu'il ne peut pas être visible, que le contenu ne peut pas être visible, ça ne sert à rien d'avoir des fenêtres. Donc, une fois de plus, je presse le bâtiment dans le sol. Il s'agit d'une dalle ici qui fait 3000 et quelques mètres carrés, si je me souviens bien, qu'on finit donc au niveau du trottoir, de la rue, avec des briques de verre, ce qui nous permet de ramener la lumière vers en dessous, sans avoir de fenêtre, sans pouvoir voir ce qui se passe en dessous. Dans ce mur noir que vous voyez, qui fait une certaine épaisseur, il y a les zones de service, donc de livraison, là où les mâles peuvent aller, mais au-delà de la surface noire, les mâles ne vont pas.
Ce que vous voyez là, ce sont deux boîtes, en fait, deux petites tours mobiles. Là, elles sont dans le sol, là, elles sont au-dessus du sol. Ces tours mobiles sont pilotées par un opérateur qui est dans un cockpit au-dessus, qui a des ailes, mais les ailes ne servent à rien, sont décoratives. Le cockpit au-dessus, il a des vitres en miroir, et à l'intérieur, il y a un siège, et il y a ce qu'on appelle un elevator operator, un opérateur d'ascenseur. Quand vous en voyez dans les hôtels ou les vieux bâtiments new-yorkais, américains, c'est celui qui actionne l'ascenseur, qui fait monter l'ascenseur, qui fait descendre l'ascenseur. Sauf que ce monsieur-là, qui est derrière les vitres miroirs, vous n'allez pas le voir, lui vous voit débarquer, sauf qu'il ne vous gênera pas quand vous serez dans l'ascenseur, qui devient le sas, où ces dames, une fois que la tour apparaît au-dessus du sol, les dames rentrent dans l'ascenseur, la porte se referme, l'opérateur de l'ascenseur n'est pas dans l'ascenseur, il est au-dessus. Il ne voit plus la dame, elle peut se découvrir, et là, la bestiole redescend, et la tour de réception ascenseur, sas, donc va retomber 7 mètres plus bas, au deuxième sous-sol, en dessous du sol. Ces dames n'ont pas le droit de conduire, donc elles sont accompagnées. L'opérateur les voit débarquer, il monte, il s'envole, la porte s'ouvre, elle descend. OK ? Mais sauf que lorsque la femme est en bas, elle voit les mâles qui se baladent sur la surface translucide au-dessus. Elle voit l'ombre des bagnoles, elle voit les mecs qui marchent, qui eux veulent regarder en dessous, mais qui ne voient rien. Donc c'est assez sexuel comme bâtiment. Hein ? C'est un peu comme une résie à travers laquelle on essaie de regarder et on ne peut pas voir. Donc celles qui sont supposées ne pas voir, voient. Hein ? Donc il y a un rapport de regard qui est toujours très intéressant. J'avais imaginé le noyau en rouge Revlon, comme ça, très sexe, pour que, vu du dessus, de l'hôtel Four Seasons, on voit un tout petit peu de rouge en dessous. Le projet ne s'est plus fait, non plus. Je crois qu'il était trop sexe pour Riyad. Là, j'ai poussé l'élastique un peu trop fort, il s'est cassé, il ne s'est plus fait. Bon, et sur les pays du Golfe, on a géré bien sûr des échelles beaucoup plus importantes que sur Beyrouth, donc un autre rapport avec l'industrie du bâtiment. Il a fallu que j'oublie un peu mes artisans, mais d'autres problématiques extrêmement intéressantes. Et pour moi, la question principale reste toujours, est-il possible de penser une modernité qui émerge de l'intérieur ? Est-il possible de réfléchir un mall qui est un espace public par excellence, et là il s'agit d'un mall à Koweït, qui est un espace public d'un autre type, qui a un autre rapport avec la ville à Koweït, qu'un mall, par exemple, dans une banlieue de Houston. Donc, est-il possible de réfléchir à un mall localement, un mall qui est en rapport avec son contexte, et qui n'est pas une recette réchauffée, ce qui est trop souvent le cas, ce qui est toujours le cas d'ailleurs, dans les pays du Golfe, une recette anglo-saxonne, pour la plupart des cas, réchauffée et réadaptée sans aucun souci de ce que cela veut dire. Et ce que ça veut dire, à mes yeux, est extrêmement dangereux, parce que tous les malls, et j'en ai fait beaucoup, parce que j'ai été appelé à faire, à la date d'aujourd'hui, déjà 3 malls sur les pays du Golfe. Mais par contre, avant d'intervenir, évidemment, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait autour. Je me rends compte que tous les malls que j'ai vus dans les pays du Golfe, que ce soit à Koweït, à Riyad, à Dubaï ou n'importe où, sont des malls que j'avais déjà vus à Houston ou dans des villes américaines. Par contre, le contenu et ce qui se passe dedans est d'une autre nature. Donc c'est le cas pour les malls, c'est aussi le cas pour les musées, c'est aussi le cas pour toute autre sorte tout projet, en fait, tout ce qui est en train de se faire sur les pays du Golfe est extrêmement dangereux, à mon avis. Il y a 2 types d'interventions. L'écrasante majorité des choses qui se font sont gérées par des très grosses boîtes américaines dont vous n'avez jamais entendu parler, mais qui ont des volumes énormes. Donc c'est des usines qui produisent des recettes, reproduisent des recettes encore et toujours les mêmes, qui sont des recettes de promoteurs, ni plus ni moins, mais qui n'ont absolument aucun rapport particulier ou pertinent avec leur contexte. Au contraire, qui ont un rapport très dangereux. À mon avis, on fonce vers la catastrophe. Et puis de temps en temps, on fait appel à des stars pour construire des musées ou des grandes choses. Et là, on a des sous-produits de musées
occidentaux qui vont se faire dans les pays du Golfe. Donc ce que j'essaie de faire est différent. Ce que j'essaie de faire, ce que je tente, je ne sais pas si on y arrivera, c'est de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut réfléchir différemment ces programmes de l'intérieur et réfléchir une modernité contextuelle et qui émerge de l'intérieur local. Là, il s'agit d'un mall à Koweït qui se construit et qui constitue une altitude de 15 mètres en fait, une topographie de chute de cascade, un hôtel suspendu au-dessus, une sorte de glaçon qui flotte en lévitation parce que on vous demande toujours de faire des fontaines à Koweït. Toujours des fontaines, beaucoup de fontaines, de l'eau alors qu'ils n'ont pas d'eau. Ou que l'eau leur coûte très cher. Et pourtant, c'est imposé. Donc, il faut faire avec. Alors, au lieu de faire des fontaines décoratives, je fais une fontaine, en fait, qui va masquer la structure qui porte l'hôtel. Cette espèce de glaçon, de sorte à ce que, en fait, la fonte de ce glaçon le fasse léviter. Et cette eau-là est récupérée sur les cascades, qui sont en fait la projection des espaces intérieurs. Donc, contrairement au mall typique américain qui est très introverti, là, il y a un rapport avec l'extérieur et les plateaux et les cascades qui est très particulier. Là, je crois qu'on était à 130 000 m². Donc, on parle d'une autre échelle. On n'est plus dans l'échelle des B18 centrales et Yabani qui se calculent en centaines de mètres carrés. Ce projet a démarré en 2006. Là, on est en document d'exécution, donc c'est lent, mais ça avance. J'ai aussi eu quelques commandes sur l'Europe. Là, c'est un schéma directeur pour en fait, un concours perdu pour un projet en Italie sur 1,5 km de territoire. Et là aussi, c'était l'expérience du plaisir qui primait. C'est un projet qui s'est dessiné, qui a été conçu autour du plaisir, des quelques semaines de vacances d'été. Je l'ai fait en collaboration avec Duncan Lewis. C'était une expérience, ça a été un plaisir, on s'est éclaté, mais on a perdu. On a perdu parce qu'on a proposé aux promoteurs, là aussi on est dans le privé, un produit qui n'avait aucune référence, qui n'avait jamais vendu. Donc même si je crois que la majorité du jury était très tentée par le projet, même certains des promoteurs, leur seul problème était justement l'absence de référence à un modèle qu'ils pourraient évaluer. Et donc du coup, on a fait péter l'élastique et on a perdu. Dommage, on en dommage. Je vous disais donc, je parlais de différence d'échelle. On travaille sur des minuscules interventions, on travaille sur des objets parfois, mais on travaille aussi sur des choses très très grosses. Une des dernières en date et des plus grosses est en Libye, au plein milieu de la carte. Donc vous fermez l'œil, vous flanquez le doigt au milieu de la carte et vous tombez sur Sebha. Vous avez une grande forte chance de tomber sur Sebha, qui est une petite ville de 120 000 habitants qui vit principalement du maintien des forages de pétrole tout autour. Sebha qui n'a pas grand intérêt à part le fait que c'était une des premières tribus qui avait appuyé le roi des rois dans sa révolution. Je parle bien sûr de Muammar al-Kadhafi. Et donc, l'un des enfants de Muammar al-Kadhafi qui est en charge de créer ou de gérer des projets de développement, parce qu'il faut comprendre que la Libye, je crois, avait plus de 35 milliards de dollars d'excédent de budget l'année dernière, et ça fait des années que ça dure, énormément d'argent, et pas de dépenses, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, donc ils ne savent pas quoi faire de l'argent. Donc du coup, l'un des fils de Muammar al-Kadhafi lance 5 projets gigantesques, faramineux. L'un d'eux est celui-ci, qui supposait être le Sebha Hub. Hub veut dire le noyau, le pivot, le noyau, et qui serait une des portes principales de l'Afrique. Pourquoi Sebha ? On ne sait pas. Et donc, une porte principale de l'Afrique en provenance de l'Europe vers l'Afrique. Un programme très préliminaire, on est vraiment au tout début du projet, qui est de nouveau en suspens. Mais le programme préliminaire parlait d'à peu près 750 000 m². Donc au lieu d'imaginer une pseudo-ville ou un pseudo-tissu, et comme l'exercice devait se faire de manière très très rapide, et il fallait faire du vendable, je dis bien il fallait faire du vendable, je me répète,
On a imaginé le bâtiment le plus long du monde. Et on s'est dit très simplement, 750 000 mètres carrés, ça fait 100 mètres carrés, ça fait 100 mètres par 7 km et demi. 100 mètres par 7 km et demi, c'est une condition assez incroyable. Et si on concevait un bâtiment fait de plein et de vide, qui dans son emprise la plus large ferait 100 mètres de large, et qui serait constitué donc de plein et de vide, parce que les pleins et vides du programme faisaient 750 000 mètres carrés, et qu'on l'étendait sur 100 mètres de large. On aurait d'abord un rapport très intéressant avec la limite, parce qu'on ne serait jamais plus loin que 50 mètres de la limite. Et donc un rapport avec le site assez intéressant. Il faut comprendre aussi qu'on ne m'a pas donné un site. On m'a dit, il faut que tu développes quelque chose ici, quelque part ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Pas grand-chose. Il faut que je fasse une visite de site. Non, ça ne sert à rien de faire une visite de site. Il n'y a rien. Fais ce que tu veux ici, quelque part ici, 750 000 mètres carrés. Un peu plus haut, c'est pas grave si tu veux. Un peu plus bas, c'est pas grave, sachant qu'il y a un aéroport là, et c'est tout, et qu'on voudrait qu'il y ait une gare de train sur mon site. Sans plus, une grande gare routière, une gare de train, des hôtels, convention center, enfin tout le blabla. Donc, on imagine un truc qui fait 100 mètres de large et 7 km et demi de long, et on commence à fantasmer sur le rapport avec la limite, mais aussi on leur fait une très belle image, nord-sud. Et nord-sud, ça va passer forcément par des terrains agricoles, des passages, donc on imagine qu'il se passerait des choses sur les intersections. Et on s'arrête là, et on leur explique que, vu de satellite, ils feraient la nique à Dubaï, parce que 7 km et demi, quand ça s'allume par 100 mètres de large, c'est sublime. Vendu, c'est passé. Et puis je ne sais pas si ça va se faire. Voilà. Et là, je passe à une autre échelle, à l'infiniment petit. Là, j'étais dans l'infiniment grand. Je reviens à mon prisonnier de guerre. Je vous ai montré en tout début de conférence. On a presque fini pour ceux qui s'endorment. Mais j'ai commencé prisonnier de guerre avec une réflexion sur la vitesse. Parce qu'on était une dizaine d'architectes conviés à travailler l'espace d'incarcération. Et moi, l'espace d'incarcération, lorsqu'il ne s'inscrit pas dans un contexte politique ou un contexte très très précis, je suis incapable d'en parler. Donc, je commence à parler de rapport de la vitesse avec la notion d'emprisonnement peut-être, et je fais une réflexion très simple qui consiste à dire que aujourd'hui, ce que la culture contemporaine nous fait comprendre, c'est que plus on est rapide, plus on est libre. Et plus on est lent, moins on est libre. Donc en fait, voici l'homme contemporain libre par excellence. Il est tout nu, il a un laptop sur les genoux, il surfe à la vitesse de la lumière. Avant ça, il y avait la vitesse mécanique, qui est aussi très très belle, bien vendue, Johnny Walker, Siemens, Mobil, etc. Et avant ça, il y avait la vitesse animale, quand on était à Dodane. Voilà le maximum de la vitesse animale. Il est bien musclé, il est beau, il est nu, mais il court, il ne va pas plus vite que ça. Et puis j'ai essayé de régresser dans l'ordre de la vitesse, et j'ai été à la vitesse de détention. Et là, avant de courir, on était peut-être rampant. Et je leur envoie ça comme première planche de concept. Ils n'ont rien compris. Évidemment, ils n'ont rien compris. Et puis moi, j'ai dû forcément imaginer un scénario hypothétique autour duquel j'allais développer mon espace d'incarcération. Et celui-ci, c'est une histoire d'abord qui s'est développée sur un lexique militaire que j'ai été chercher sur Internet. On a fait une recherche très extensive sur le langage militaire, les terminologies militaires utilisées qui ont été créées par justement les organismes de défense américains. Et c'est fascinant. Donc la logique en fait de ces termes. On a construit ce dispositif. Je vous raconte l'histoire très rapidement. C'est l'histoire d'un prisonnier de guerre qui rentre, qui est relâché et qui va passer donc les lignes de démarcation qui divisent les deux camps et va servir de drone à ses adversaires. Donc sa libération et son retour vers chez lui va aussi être une traîtrise parce qu'en rentrant chez lui, il va balayer ces zones de démarcation et va rapporter des informations très sensibles à ceux qui l'ont relâché, donc à ses ennemis. Et toute la logique de ce dispositif est construite autour de ces termes que nous avons recherchés très soigneusement. Ce que vous voyez là, ce ne sont pas les yeux du prisonnier, mais les yeux du camp adversaire qui l'a relâché. Parce que lui, il ne voit rien. Il rampe, il reçoit des ordres.
en rentrant chez lui. Donc voilà l'objet, évidemment, dans le musée, avec la vidéo derrière, qui est ce qui est rapporté, donc ce qui est balayé par le pauvre prisonnier qui rampe et qui répond aux ordres de ceux qui l'ont relâché, parce que s'il ne répond pas aux ordres de ceux qui l'ont relâché, il ne pourra pas rentrer chez lui parce qu'il ne voit rien. Il respire. Droite. Avant. Droite. Bon, ce n'est pas très agréable. On va arrêter ça. Ça dure quelques minutes. Le but, évidemment, n'est pas que ce soit agréable. Donc c'est un dispositif pour lequel on a dû créer un scénario très précis et donc une vidéo. Et la pièce que vous voyez a été utilisée pour faire la vidéo. Mon dernier petit dispositif extra professionnel en date, qui sera exposé au Maxi dans une dizaine de jours, le 27, à l'ouverture du Maxi, où j'ai été, Maxi à Rome, où j'ai été appelé à intervenir sur un secteur du musée où il y aura une partie, évidemment, de la collection permanente qui sera exposée sous un certain thème. Nous sommes une fois de plus, je crois, une dizaine d'architectes à intervenir, chacun dans un secteur précis et chacun dans un thème précis. Et évidemment, on fait appel pour intervenir dans le secteur géopolitique. Géopolitique, c'est très vaste, ça ne veut rien dire. Et donc, là, je suis revenu vers ma ville, vers Beyrouth, et je me suis attaqué à l'industrie du tourisme, que je connais bien. Et j'ai essayé d'imaginer, donc, à travers l'industrie du tourisme, un rapport avec l'histoire qui est en train de se construire, bien sûr, mais j'ai essayé d'imaginer un dispositif absolument fantastique qui serait établi sur la ville, une toile qui se tisserait, un circuit qui viendrait s'adresser à des sites clés qui ont été fétichisés et qui sont en train de construire notre histoire du présent. Des sites qui ont été fétichisés, ça va de la fétichisation de la ruine, en passant par la corniche, le Beyrouth que vous connaissez, carte postale, et toutes sortes de fantasmes. Et donc, ce circuit serait, donc cette toile serait tissée de manière littérale comme des rails de ce qu'on appelle en anglais les roller coasters. En français, ça s'appelle une montagne russe, qui serait littéralement tissée sur la ville. Ici, on passe par la corniche et on passe à travers l'hôtel Holiday Inn. Donc, on fait l'expérience de la ruine à une vitesse fantastique. Et pour contenir donc le touriste qui va se trimballer sur ce circuit-là, on a réfléchi à toutes sortes, on a analysé toutes sortes de bombes et on a inventé notre propre bombe où le touriste serait couché, la tête en avant, la tête comme un détonateur, et qui va foncer donc vite, très très vite, qui vous permettra d'avoir une situation quasi léthargique avec votre environnement. Vous allez courir très très vite, faire l'expérience de Beyrouth et des sites clés. Sauf que le revers de la médaille, bien sûr, en tout ça, c'est que ce projet qui a été documenté donc par un photographe français qui est très soucieux, donc qui connaît très bien Beyrouth, a été à la base pour documenter cet énorme projet qui s'est tissé sur la ville. Mais sauf que, évidemment, ces projectiles-là, une fois qu'ils sont arrivés en fin de course, il faut les remonter. Et pour les remonter, rien de mieux qu'un bon porteur à l'ancienne, comme les porteurs de valises dans les aéroports. Donc, ce photographe qui est venu en fait documenter ce dispositif a été fasciné par le porteur, par la vie du porteur. Il l'a suivi en ses coffee breaks sur la corniche près de la grotte aux pigeons, sur la corniche de nouveau, dans l'attente du touriste qui ne vient jamais, dans les quartiers de Beyrouth. Et voilà. Ma dernière pièce que je vais vous montrer
C'est une pièce que vous avez vue aussi au tout début de ma présentation dans mon bureau. Elle a été conçue à la base pour figurer dans une exposition, en fait, qui fait partie d'une exposition dans une galerie qui se situe juste au-dessus de chez moi. Je vais passer très vite sur ça parce qu'on est tous un peu fatigués, mais l'idée est la suivante, c'est de pouvoir en fait parcourir mes archives sur 15 ans de projets qui ne se sont pas construits à travers un dispositif qui va vous faire parcourir ces archives d'une manière très, très spécifique, mais aussi mon rapport avec la représentation de mon travail dans le cadre de la galerie. Et là, je voudrais juste faire le point par rapport à justement mon rapport d'abord avec ces projets-là. Pour moi, enfin, ils sont représentés dans ce dispositif comme des cadavres, comme des anges, parce qu'ils sont dépourvus de toute matière. Ils n'ont jamais atteint le contexte pour lequel ils ont été conçus, donc ils flottent sur mon sol rouge qui va se propager sans jamais atteindre la ville. Ils vont rester en lévitation. On va les parcourir comme des formes, mais non plus comme des projets d'architecture, parce que pour moi, ils ne le sont pas. Je ne suis pas dans l'architecture ni métaphorique, ni dans la représentation. Mon rapport avec le langage aussi est sans trop d'importance. Donc je suis dans les concepts, je suis dans l'expérience, je suis dans les dispositifs qu'on manipule, qu'on abuse et qui émergent en fait d'un contexte et de situations extrêmement précises. C'est le contexte qui prime. Donc la forme, le projet qui reste sur papier et qui n'a pas fait l'expérience de son contexte n'est plus rien qu'une forme, et donc ne peut plus être représenté. Et ça, c'est très important. Voilà, c'était le cimetière de mes projets et de mes archives, qui maintenant est dans mon bureau, comme vous l'avez vu dans les premières images. Ce sera tout pour ce soir.